Imaginez un peu la scène. On envoie un email d'une seule petite ligne à un collègue. Juste un mot. D'accord. Avec un point final. Et en l'espace de 2 heures à peine, ce simple point déclenche une crise existentielle monumentale. Ah oui, le fameux email laconique qui fait tout exploser. Ouais, exactement. Ça nourrit une rumeur de licenciement et ça paralyse la productivité de toute une équipe. Comment une simple ponctuation, enfin juste un minuscule point noir sur un écran, peut provoquer un tel chaos émotionnel? Eh bien, la réponse se trouve en fait dans l'architecture même de notre cerveau. Face à un vide d'information, comme un email très court par exemple, dénué de toute intonation ou de langage corporel, notre esprit est littéralement programmé par l'évolution pour supposer le pire. C'est fou quand même, hein? Oui, et c'est un mécanisme de survie purement instinctif. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. S'il y a une ambiguïté, le cerveau humain va l'interpréter comme une menace potentielle pour se protéger. Donc le collègue, il ne lit pas simplement « d'accord », son cerveau décode plutôt un truc du genre « je suis en danger »,« on me juge »,« on m'en veut ». Ouais, je vois tout à fait. Et c'est ce biais cognitif qui nous amène directement au cœur du sujet aujourd'hui. On va plonger dans l'un des aspects les plus chaotiques, les plus inévitables et souvent les plus toxiques du monde du travail, c'est-à-dire notre incapacité chronique à nous comprendre. C'est un vaste programme. Tellement. L'objectif de notre exploration en profondeur, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décortiquer la mécanique d'une communication interpersonnelle réussie. Et pour ça, on s'appuie sur un guide pratique qui est vraiment fascinant. En fait, on a souvent tendance à imaginer la communication comme, je sais pas, un simple transfert de données. Un émetteur, un récepteur, et paf, le message transite de manière fluide, comme un téléchargement, quoi. Sauf que c'est une illusion totale. La métaphore la plus précise pour décrire nos interactions pro au quotidien, c'est pas le transfert de données, non, c'est le tir à la corde. Le tir à la corde, carrément. Bah oui, parce qu'on arrive dans une discussion avec nos propres intérêts, on attrape la corde, on campe sur nos positions et on tire de toutes nos forces. Le but inavoué de la majorité des conversations conflictuelles, c'est juste de faire tomber l'autre dans la boue. Juste pour prouver qu'on a raison, en fait. Exactement. Et c'est là que le document qu'on analyse propose un changement de paradigme fondamental. Le véritable enjeu d'un échange réussi, c'est pas de tirer plus fort que la personne en face, c'est d'apprendre à tenir cette corde ensemble. Et d'évaluer la tension pour maintenir un équilibre et d'atteindre une compréhension mutuelle sans que la corde pète, en gros. Et pour comprendre comment y arriver, il faut d'abord identifier les postures qu'on adopte instinctivement quand on attrape cette fameuse corde. Et l'analyse met en lumière 4 styles d'expression distincts, 4 voix qu'on croise, mais alors absolument tous les jours à la machine à café. Tout à fait. Et la première, c'est la plus évidente, c'est la voix agressive. Elle se manifeste par la domination, le volume sonore, l'intimidation. Le fameux collègue qui écrase tout le monde en réunion. Voilà. Pour cette voix, l'échange, c'est un champ de bataille où il faut anéantir les arguments de l'autre. Ensuite, à l'extrême opposé, on trouve la voix qui manque d'assurance. C'est la personne qui s'efface, qui murmure, qui s'excuse presque de prendre la parole. Et qui, par peur du conflit, laisse ses propres besoins être constamment piétinés. C'est ça. Et puis, il y a la troisième voix, et de loin la plus insidieuse, la voix passive-agressive. Ah, le royaume absolu du sarcasme, des soupirs hyper bruyants et des sous-entendus toxiques. Moi, je pense direct à ce fameux petit mot anonyme collé sur le frigo de l'entreprise. Genre, merci à la personne qui a laissé son plat moisir, c'est un vrai bonheur pour tout le monde, avec le petit smiley faussement joyeux. Ça règle rien, ça empoisonne l'ambiance, mais bon, la personne qui l'écrit ressent une satisfaction éphémère. Et ce comportement, il s'explique par une contradiction physiologique hyper intéressante. La personne passive-agressive, elle veut évacuer la frustration qui fait monter son niveau de cortisol. L'hormone du stress, du coup. Oui, mais en même temps, elle est complètement terrifiée par la décharge d'adrénaline qu'impliquerait une confrontation directe. Du coup, le sarcasme ou le post-it anonyme, ça devient un compromis lâche. C'est très toxique parce que ça crée une dette invisible. C'est-à-dire qu'on attaque l'autre sans lui donner la possibilité de se défendre de manière frontale, c'est ça, hein? Absolument. Et c'est pour sortir de ce triangle complètement dysfonctionnel qu'émerge la 4e approche. C'est la seule voie viable à long terme, la voie pleine d'assurance, une communication directe, transparente et respectueuse. Alors là, franchement, j'ai un petit problème avec ce concept d'assurance. Quand on recommande à quelqu'un d'être très direct dans ses propos, de s'imposer en toute assurance, la frontière avec l'agressivité pure et simple me parlait atrocement mince. Est-ce que pleine assurance, c'est pas souvent un terme poli pour justifier une certaine arrogance où l'on écrase subtilement l'autre?
C'est une vraie question, mais la distinction est en fait chirurgicale. Elle se situe vraiment au niveau de la cible visée par le discours. L'agressivité, elle s'attaque systématiquement à la personne. Elle cherche un coupable pour le punir. L'assurance, au contraire, s'attaque exclusivement au problème matériel. Ah d'accord, sans jamais porter de jugement de valeur sur l'individu? Voilà. Prenons un cas hyper pratique. Un projet est en retard. La voix agressive dira « Tu es toujours incapable de respecter une échéance. Tu désorganises toute l'équipe. » La voix pleine d'assurance dira « Le rapport n'a pas été livré à temps, ce qui bloque la chaîne de production. Comment fait-on pour résoudre ce retard aujourd'hui ?» Ah ouais, la différence est flagrante. L'agressivité crée la honte et la défensive. L'assurance, elle, maintient la dignité de la personne tout en traitant la réalité matérielle avec une franchise absolue. C'est fascinant parce que l'assurance devient alors un outil de résolution et pas du tout une arme d'ego. Mais bon, cette assurance, aussi bien formulée soit-elle, elle s'effondre direct si, en face, le message rebondit sur un mur de briques. Ce qui nous propulse vers un autre énorme dysfonctionnement, notre incapacité viscérale à véritablement écouter. On confond constamment l'écoute active avec ce qu'il faut bien appeler l'écoute sélective. Oh oui, l'écoute sélective, c'est vraiment notre mode par défaut. Dans ce mode, on ne prête pas attention à l'interlocuteur pour comprendre sa réalité, on écoute uniquement pour repérer la faille dans son argumentaire. Ou pire, juste pour trouver la fenêtre de tir pour placer notre propre anecdote. C'est ça. Le cerveau agit comme un radar. Il scanne le discours adverse pour préparer une contre-attaque ou ramener la lumière sur soi. C'est un pur mécanisme en protection de l'ego. Et ce besoin de répondre à tout prix nous pousse souvent dans des pièges redoutables. On adopte le mode conseil. Le collègue n'a même pas fini d'expliquer sa frustration face à un client qu'on lui donne déjà 3 solutions miracles et qu'il n'a jamais demandé. Ou alors le mode interrogateur, où on le mitraille de questions pour prouver qu'on maîtrise. L'alternative proposée par le guide, c'est donc l'écoute active, qui exige de capter les faits tangibles et les émotions sous-jacentes. Mais là, je lève le drapeau rouge. Allez-y, pourquoi ? Devoir analyser le langage corporel, lire entre les lignes, décoder les émotions refoulées, suivre le contenu technique, c'est mentalement épuisant. Enfin, je veux dire, on n'est pas des profilers du FBI. En entreprise, on n'a ni le temps ni l'énergie de faire une psychanalyse à la machine à café. Ouais, c'est une objection super légitime si on perçoit l'écoute active comme une espèce d'analyse comportementale ultra complexe. Mais la mécanique, en réalité, elle est beaucoup plus simple et elle repose sur un hack psychologique redoutable, la paraphrase. Juste répéter ce qu'on a entendu. Il ne s'agit pas de deviner les pensées profondes de l'autre, il s'agit de formuler à voix haute ce qu'on vient de percevoir. Dire par exemple, si je comprends bien, le changement de direction de ce projet te met en difficulté parce que tes délais ont été divisés par 2. Ce simple reflet verbal, ça accomplit un miracle neurologique. Ah ouais, comment ça? Ça force le cerveau de l'émetteur à sortir de son mode défensif, car il se sent enfin validé. Et surtout, ça force le cerveau de celui qui écoute à sortir de l'anticipation de la réponse pour se concentrer sur la réception. C'est pas du tout une perte de temps. C'est un investissement initial qui prévient des semaines de conflits, quoi. Exactement, des conflits nés de simples interprétations erronées. C'est un excellent recadrage. La paraphrase agit comme une sorte de soupape de décompression émotionnelle. Mais même en désamorçant ce mode défensif, même avec une écoute parfaite, une interaction peut s'autodétruire en 1 seconde si on utilise le mauvais vocabulaire. Le lexique qu'on choisit agit comme un interrupteur sur le système nerveux de la personne. Et parmi les pires déclencheurs, on trouve ces fameux mots absolutistes. Ah oui, les termes comme « toujours »,« jamais » ou les injonctions du type « il faut »,« tu dois ». Sur le plan psychologique, l'impact de ces mots, il est dévastateur, parce qu'il déclenche un détournement de l'amygdale. C'est la zone du cerveau responsable de la gestion des menaces, c'est ça? C'est ça. Dès que vous dites à quelqu'un « tu n'écoutes jamais », son cerveau cesse instantanément de traiter le fond de votre reproche. Il va se transformer en avocat de la défense, il va chercher frénétiquement dans sa mémoire la seule et unique fois où il a écouté il y a 3 ans. Juste pour prouver que la déclaration absolutiste est fausse. Et le message original est complètement perdu dans un débat stérile sur l'exactitude du mot « jamais ». C'est fou. Ce besoin du cerveau d'inventer des plaidoiries ou de combler les vides nous amène au danger suprême en communication, la supposition. Et franchement, l'analyse met en lumière cette tendance qu'on a tous à observer un fait isolé et à construire un scénario hollywoodien autour. L'anecdote partagée dans le texte est géniale pour illustrer ça. C'est l'histoire de ce journaliste local qui couvre l'accident d'un prêtre renversé alors qu'il circulait à vélo. Sans aucune vérification, le journaliste écrit que le prêtre a été blessé parce qu'il ne portait pas de casque. Le faisant passer pour un dangereux imprudent. Exactement. Et la réalité matérielle, c'est que ce prêtre portait bel et bien un casque.
Ce qui se passe ici, c'est que le cerveau humain a une sainte horreur du vide cognitif. Si une information manque pour expliquer une situation, l'esprit va générer une hypothèse et la traiter immédiatement comme un fait absolu. Dans le monde du travail, ça donne des trucs du genre le patron passe dans le couloir sans dire bonjour, la supposition immédiate c'est il a découvert mon erreur sur le dossier et il va me virer. Alors qu'en fait, il a juste une grosse migraine. Voilà. Et l'antidote proposé contre cette épidémie de suppositions, c'est de réformer notre grammaire, particulièrement l'utilisation des pronoms. L'importance de s'approprier son propre ressenti en utilisant le « je ». Au lieu de dire nous avons l'impression que la direction fait fausse route, ce qui est quand même un peu lâche. Oui, ça dilue la responsabilité. Mieux vaut dire « je suis inquiet de l'impact de cette décision sur mon département ». Le « je » ancre la discussion dans une réalité indiscutable. Votre propre perception. Mais attention, à force de vouloir bien faire, de vouloir arrondir les angles en utilisant ce fameux « je », on tombe souvent dans un autre gouffre, la surdiplomatie. Je trouve que la critique constructive est parfois tellement enrobée de précautions, d'empathie feinte et de compliments artificiels qu'elle en devient parfaitement illisible. C'est ce qu'on appelle l'effet sandwich, une technique managériale très datée qui consiste à cacher une mauvaise nouvelle entre deux compliments creux. C'est tellement classique. Le problème neurologique de cette approche, c'est que le cerveau retient généralement le premier et le dernier élément d'une séquence. Donc la personne repart en se rappelant qu'on a salué sa créativité et son esprit d'équipe, et elle oublie totalement le point central qui exigeait qu'elle arrête de rendre ses documents en retard. L'édulcoration détruit la clarté. C'est une image qui me vient souvent à l'esprit. Enrober une consigne critique de trop de sucre diplomatique, c'est un peu comme offrir une boussole cassée. Cassée à quelqu'un qui part en randonnée, ouais. Exactement. La personne va partir avec un immense sourire, parce que le cadeau était hyper bien emballé et que l'échange était agréable, mais au final, elle va se perdre dans la forêt, parce que l'instrument ne lui donne pas la véritable direction. Le résultat est désastreux. La clarté est la plus haute forme de gentillesse professionnelle. Être direct, précis et concis, c'est pas une marque de froideur. C'est la preuve qu'on respecte suffisamment son interlocuteur pour le traiter comme un adulte capable d'entendre la réalité. Le malaise qu'on ressent à être direct appartient à celui qui parle, pas à celui qui écoute. C'est super intéressant, c'est refuser de porter le poids d'une conversation inconfortable qui nous pousse à être excessivement mielleux. Et ce concept de confrontation inconfortable nous amène à l'application la plus vitale de cette mécanique, la gestion des conflits réels. Le premier principe de survie, c'est de s'en tenir de manière obsessionnelle au comportement observable, devenir un greffier de la réalité, quoi. Cesser de s'improviser télépathe en prétendant des intentions machiavéliques aux autres. Mais y a un terrain spécifique où toutes ces belles règles semblent disparaître. Un outil qui est le centre névralgique de nos entreprises, l'email. Ah, le fameux email. Ouais, le guide insiste lourdement sur le fait que l'email est le pire endroit possible pour gérer un désaccord. Mais là, je dois m'inscrire en faux. Dans un environnement pro de plus en plus complexe, l'écrit, c'est souvent le seul bouclier qu'on a. Interdire l'email pour les sujets sensibles, ça me paraît totalement irréaliste. Pourquoi dites-vous ça, Sam ? L'écrit permet de garder une trace juridique de ce qui s'est dit. Ça permet de peser chaque mot à tête reposée. Et surtout, d'éviter l'escalade verbale d'une confrontation physique où on risque de déraper sous le coup de l'émotion. En fin de compte, l'email protège, non ? Alors, cette perception de l'email comme un bouclier protecteur, c'est exactement ce qui provoque les plus grands désastres corporatifs. C'est une fausse sécurité totale. Revenons à l'architecture de la communication. Plus de 70% du sens d'un message est véhiculé par le non-verbal. Le timbre de la voix, le contact visuel. Le rythme de la respiration, le sourire, oui. Et l'email ampute le message de tous ces signaux modérateurs. Vous pensez peser vos mots à tête reposée, mais en fait vous livrez ces mots dans un vide émotionnel absolu. Et comme on l'a vu avec le biais de négativité, le cerveau du lecteur va combler ce vide avec ses propres angoisses. Donc, une remarque qui serait passée crème, genre une suggestion constructive avec un sourire complice autour d'un café, se transforme à l'écrit en une directive martiale et hyper méprisante. Le texte ne prévient pas l'escalade, il l'incube en silence. Utiliser l'email pour annoncer une réorganisation, faire un reproche ou régler un litige, c'est allumer une mèche sans voir la longueur du cordeau. Le vide émotionnel est systématiquement rempli par la paranoïa. C'est une excellente formule pour résumer le danger de la communication asynchrone. Mais du coup, que se passe-t-il quand l'incendie est déjà déclaré et qu'on y fait face en direct ?
Un des passages les plus concrets du livre aborde la gestion d'une personne ouvertement furieuse, genre un client qui hurle au téléphone ou un collègue qui explose en pleine réunion. L'instinct de survie nous commande immédiatement de sortir nos arguments rationnels. Nos tableaux Excel ou nos politiques d'entreprise pour prouver à l'autre qu'il a tort de s'énerver. C'est ça. Et j'imagine que c'est une mauvaise idée. C'est l'erreur tactique par excellence. Face à une explosion de colère, le cortex préfrontal de la personne, donc la partie logique de son cerveau, est littéralement déconnecté. La personne est en mode combat ou fuite. Lui opposer de la logique pure équivaut à jeter des équations mathématiques sur un feu de forêt. D'accord, l'image est parlante. Donc, on fait quoi à la place? La méthode radicale proposée, c'est la validation inconditionnelle de la frustration, avant même de chercher la moindre solution. Il faut opérer un pivotement physique et mental. On ne se tient pas face à la personne pour la contrer, on se place métaphoriquement à côté d'elle pour regarder le problème dans la même direction. Dire un truc du style je vois à quel point cette erreur de facturation vous met dans une situation impossible et vous avez totalement raison d'être furieux. Exactement. Et ça a pour effet d'éteindre le signal d'alarme de l'amygdale. La colère a besoin de résistance pour brûler. Si vous enlevez la résistance en validant l'émotion, l'adrénaline redescend et la partie logique du cerveau peut enfin se rallumer. Seulement à ce moment-là, la résolution du problème devient possible. La colère a besoin de résistance pour brûler. C'est une image tellement puissante qui résume à merveille l'esprit de cette exploration. L'art de communiquer, de gérer ses interactions sous haute tension, c'est pas du tout un don génétique réservé à une poignée de personnes naturellement charismatiques. C'est une discipline. C'est un muscle qui s'atrophie si on ne l'utilise pas ou qui se renforce si on l'entraîne avec une véritable méthode, comme on l'a vu. Tout à fait. Et au-delà des techniques externes, des mots qu'on choisit, il y a une dimension introspective essentielle qui sous-tend toute cette mécanique de précision. C'est le pouvoir du dialogue interne. La façon dont on se parle à soi-même. Oui, la voix qu'on utilise dans le secret de notre propre conscience s'agit comme le filtre fondamental à travers lequel on perçoit le reste du monde. Si notre dialogue interne est agressif, punitif et constamment sur la défensive, eh bien, il sera neurobiologiquement impossible d'adopter une posture d'écoute active ou de confiance envers autrui. C'est logique. L'agressivité extérieure n'est bien souvent que le débordement d'une guerre intérieure mal gérée. On en revient finalement à cette image de la corde au-dessus du labou. Exactement. Si on s'acharne à tirer de toutes ses forces, les mâchoires serrées et le regard aveuglé par le désir de victoire, c'est peut-être tout simplement parce qu'on est terrifié à l'idée de tomber soi-même. Avant de vouloir contrôler la tension de la corde avec l'autre, il faut d'abord pacifier la poigne avec laquelle on la serre. Une communication réussie avec le monde extérieur, c'est toujours la conséquence d'une communication apaisée avec soi-même. C'est le prérequis absolu. C'est magnifiquement dit. Ce qui nous amène à une pensée finale pour notre audience. Une réflexion qui risque vraiment de modifier la façon dont on va aborder notre prochaine réunion ou même notre prochain email litigieux. Si notre perception des mots des autres est à ce point déformée par le biais de négativité, si nos réactions sont guidées par notre propre peur du vide et par nos suppositions infondées, quelle proportion des conflits acharnés qui épuisent nos journées n'est en réalité qu'une simple et très bruyante dispute avec notre propre imagination ?